Allô? Allô, allô. Oserais-je dire coucou? Coucou. Bien délicat. Coucou Nicolas. Coucou. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas, je lui dis coucou parce que tous les matins, quand il se connecte dans l'atelier virtuel, il dit coucou. Bienvenue Exactement. Nicolas et bienvenue à tous et bienvenue à Anaïs, qui est déjà dans les commentaires, Coucou Anaïs. notre chère modératrice. Bienvenue à toi Nicolas, dans l'atelier virtuel. L'atelier virtuel, c'est comment on pourrait définir ça, Nicolas? Comment tu définirais ça, toi qui es là-bas depuis longtemps? C'est comme un atelier physique, Oui, mais virtuel. c'est ça. Ça aide beaucoup, hein. C'est un atelier sur, Discord, on a un chat, vocal et textuel et on partage nos journées, avec, plusieurs copains. Je sais pas, C'est on est ça. quoi? Une quinzaine Une à venir quinzaine, assez ouais. régulièrement. Ce qui permet de partager le travail, de montrer ce qu'on fait, de pas être tout seul dans son coin. Alors, je vois que toi, tu es dans ton Ouais, atelier physique aussi, hein. Là, exactement. toi, Ouais. tu partages ton atelier avec quelqu'un, hein, je crois. Avec Christelle, tout à Christelle, fait. J'ai eu, déjà reçu. qu'on a déjà eu dans l'émission. Et je vous invite, d'ailleurs, si vous voulez, à aller voir les deux émissions qui lui ont été consacrées à sa série actuelle et à elle, voilà, son travail. Et ce soir, on est là pour parler de toi, Nicolas, pour découvrir un peu plus sur ton travail et que tu nous expliques un peu tout ce que tu fais, hein, parce que c'est vrai que alors, j'avais connaissance hein, par-ci par-là de tout ce que tu avais fait, mais finalement, quand tu m'as envoyé tous ces dossiers-là, je me suis dit, oui, il fait quand même pas mal de choses différentes. Ouais, en fait, j'ai toujours fait de la bande dessinée et de l'illustration, en parallèle. Ça finit par remplir pas mal de ouais, ça remplit des dossiers, quoi. Mhm. Donc la bande dessinée, c'est avec, là, la dernière sortie, c'est Gravestone chez Glénat, Oui. avec, Jérôme Legris, en scénariste. On est le même binôme, que sur Horatio d'Alba, heu, chez Glénat aussi. Mhm. Et heu et voilà et c'est 2 séries en 3 tomes, chacune en parallèle de ça, je fais de l'illustration pour Science et Vie Junior depuis longtemps, des couvertures chez Delcourt aussi depuis un certain temps maintenant, pour des projets, ponctuels voilà, divers clients. Mhm. Ça va me faire me poser la première question, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Tu t'aimais le dessin, t'aimais la BD quand t'étais... Ouais, À quel moment ça s'est passé? Et puis surtout, ton vrai but de dessinateur, c'était... Tu visais quoi au tout début? plusieurs questions là-dedans. Mais, alors je dirais que le déclic, c'est que Heu, si je dois en donner un de vrai déclic, c'est que, à un moment quand il s'agissait de faire des choix pour l'orientation après la terminale, Mhm. à un moment j'ai voulu faire, école d'ingénieur, enfin ou là, j'ai commencé par passer par la fac, j'ai commencé à faire un truc de physique chimie, et en fait, au sortir du lycée, ça fait un gros changement d'environnement, et le premier truc qui m'a vraiment sauté à la gueule, en arrivant à la fac, c'est, faut être vachement motivé en fait, pour rester là et faire des trucs sans personne qui te dit de les faire enfin, tu as tout un circuit de relations sociales à te refaire, l'environnement est vraiment très différent. En gros, je me suis vraiment dit à ce moment-là, «Est-ce que j'ai vraiment envie d'être là?» Le truc qui me plaît depuis longtemps, à savoir le dessin, est-ce que je pourrais pas en faire quelque chose de vraiment plus sérieux et heu et en faire une vraie orientation, quoi? Mhm. Donc en fait, c'est en arrivant à la fac, où je me suis dit: «Bon là, je vais arrêter les conneries, je vais faire un truc qui me plaît, que j'ai envie de faire» et voilà, parce que je savais que là-dedans, je pouvais travailler et heu enfin, j'avais envie de travailler en tout cas dans l'univers de la fac, je me voyais enfin, il fallait vraiment que je me crée, un
un feu sacré, qui n'existait, pas au début. Donc ça aurait C'est, été, c'est- compliqué. Elle, Ouais. elle- elle m'étonne ta réponse, mais dans le bon sens du terme. J'en profite pour te dire que donc on a Valérie, Toméus et Denis Bajram dans les commentaires qui sont déjà présents. Euh, tout le langage que tu employé là, je suis à la fac, maintenant faut arrêter les conneries et je vais vivre de ce qui m'intéresse, à savoir le dessin. J'ai l'impression que c'est presque le langage que pourraient employer des parents pour dire bon, on arrête les conneries avec le dessin, maintenant il faut que tu apprennes un vrai métier et que tu gagnes ta vie. Tu sais quoi? J'ai envie de te dire, c'est fait à dessein. D'accord. Ouais. Ça Bon. vous donne une aperçu des blagues, qui ponctuent, les journées de l'atelier virtuel. Ouais. Et on a également Malo qui est présent, Valérie qui dit que t'as un très beau t-shirt, Valérie a raison, je sais pas Malo si n'est elle pas connaît. d'accord. Voilà. Malo n'est pas d'accord parce que de toute façon il aime pas le métal. Mais Malo a des goûts musicaux pourris, alors Alors, c'est pas Malo n'est grave. pas d'accord parce que globalement, il n'est pas d'accord. Quelle que soit Oui, c'est l'opinion ça, ouais, en face, exactement. c'est vraiment l'antithèse permanente. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai envie de me faire des amis. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait quand tu as décidé de... Si j'ai bien compris, tu as fait la même école que Christelle? C'est là que vous vous êtes rencontrés? Ouais, heu, on s'est rencontrés un petit peu plus tard, enfin en fait, on partageait un cercle d'amis communs et donc on s'est rencontrés un petit peu plus tard, enfin moi j'avais terminé mon cursus à Pivot, quand on s'est rencontrés. Oui. Heu, Elle aussi d'ailleurs parce qu'enfin elle a terminé l'école avant moi. Mhm. Hem, mais donc c'est pas c'est on enfin voilà, on s'est pas rencontrés, à l'école en fait. On s'est rencontrés, plutôt, enfin voilà après avec, des amis interposés Mhm. et mais ce qui était chouette, c'est que, franchement ces années d'école, c'est vraiment un truc où, qui était pas vraiment anticipable, je trouve, heu, à en arrivant. Parce qu'on se dit: «On va apprendre à dessiner et tout ça» et en fait, tu te fais aussi beaucoup de relations, enfin voilà, en discutant, tu te fais des potes, tu apprends à découvrir un petit peu, enfin, bah, plein de trucs quoi Mhm. et c'était vrai enfin, au final, j'ai trouvé que c'était vraiment le truc, qui a compté, par-dessus tout, à l'école. C'est, déjà bah, voilà, l'apprentissage de travail par soi-même et puis, bah, toutes ces relations amicales que tu pouvais te faire et puis, les influences que tu pouvais partager et tout ça, voilà, ce genre de trucs, quoi. Donc un aspect social et comme tu dis, déjà, tu Enfin, avais, capté une sorte de bouillonnement créatif, en fait. une émulation. Voilà, Et, ouais. et tu dis finalement ce que tu avais l'air de reprocher à la fac, c'est-à-dire il faut être très motivé pour étudier tout seul, un petit peu par ses propres moyens. En fait, toi, tu l'avais perçu déjà dès le départ en faisant pivot que c'était un boulot d'indépendant qui allait demander du travail, quoi, en fait. Hem, c'est je je l'ai pas imaginé comme ça. En fait, c'était vraiment quelque chose qui me motivait en soi. Enfin, dessiner, c'est quelque chose qui me plaisait, enfin voilà, comme ça, en fait, sans rien autour. Oui. Donc j'avais une certaine facilité à m'y mettre, en fait, quand il s'agissait de quand il s'agissait de passer du temps, sur les sujets qu'on nous donnait à l'école ou C'était pas un effort pour toi, c'est ça? non, Hmm. non, non. Alors, petit préambule, donc pour ceux qui nous suivent, là on va faire un petit peu différemment de la formule habituelle, on va essayer d'enrichir un peu la formule habituelle. Donc là, tu démarres un dessin, c'est ça? Ouais. Denis était très intéressé, il dit c'est quoi le thème? Les femmes escargots avec une maison sur le dos. Est-ce à dire qu'il y aurait déjà des nœuds graphiques dans ta composition? Je ne sais pas. De sorte que la maison ait l'air confondue avec le personnage au devant. Ouais, mais Bon, alors, je, je vais peut-être gommer des trucs, hein.
Je te laisse continuer d'ébaucher. Valérie dit, on dirait du Junji Ito. Je vais te laisser continuer d'avancer sur ton dessin et je vois que tu as pas du tout de mal à me répondre pendant que tu dessines, ce qui est formidable. Et je vais te parler un Après, petit j'ai peut-être peu. fait un dessin pourri, hein, c'est possible. Oui, c'est vrai. Anaïs dit c'est l'influence science et vie. Le Junji Ito, sans doute. Donc là, je diffuse en même temps que tu dessines des pages de Lord Gravestone. Ouais, C'est ta dernière série, c'est ça? Elle vient de se conclure, si je me rappelle bien, chez Glénat? oui, ouais, c'est ça. Ok. Heu, le Ça fait un petit moment maintenant d'ailleurs. Le tome 3 il est sorti, quand? C'était 2023, 2022? Je sais plus. Je me Là, rappelle plus. J'ai l'impression que le premier c'était 2022, non? En tout cas, j'ai l'impression que ça fait c'était pas si longtemps. 2022-2023. C'est ça. Oui, ça c'est sorti assez rapidement, Ça, parce qu'on a fait, du frigo. ouais, exactement. C'est ça. C'est ce que Christelle nous avait déjà expliqué un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui nous regarderaient. Le frigo, donc, c'est le principe qu'un auteur travaille pour son éditeur et termine des albums, mais ils ne sortent pas exactement au moment où ils sont terminés ou pas 2, 3 mois après. En fait, on attend, on met au frigo, en réserve, donc, et on les sort rapprochés une fois que le 2 et le 3 sont terminés. Bon, bah alors il y a beaucoup, beaucoup de blagues dans les commentaires, je vais pas pouvoir tout prendre. Est-ce que tu veux nous pitcher Lord Gravestone? Est-ce que tu veux que je le fasse? Puisque donc tu m'as fait parvenir les albums et je les ai lus Eh cette bah, tiens, je semaine. suis curieux de savoir comment tu le ferais toi. Parce que moi, je sais comment je le ferais moi, Alors mais, moi, je peux le faire, mais on me dit souvent que j'en dis un peu trop. Tu m'arrêtes si j'en dis trop. vas-y, vas-y. Lord Gravestone, donc, alors, par contre, j'ai du mal à retenir les noms des personnages, il va falloir que tu m'aides un Je petit dirais. peu. Ouais, Donc c'est le héros de l'histoire. Il est le descendant d'une lignée de chasseurs de vampires, de loups-garous, c'est ça, de créatures. c'est ça. Et par le passé, on découvre au fil du tome 1 qu'il y a une sorte de malédiction qui pèse et que c'est pour ça qu'il vit un peu éloigné des menaces. On a ce personnage donc qui n'a pas vraiment affaire autour de lui vraiment au loup-garou ou au vampire, qui se retrouve confronté à la jeune femme vampire. Tu vas pouvoir peut-être me... Enfin, c'est pas une jeune femme du coup. Camilla, Comment? Camilla, voilà, c'est Camilla, ça. ouais. Heu, Qui s'est juré de se venger de sa lignée, en fait. c'est C'est ça. ça? Voilà, j'essaye de pitcher Voilà. le tome 1 sans trop en raconter. Et en fait, il a au début de l'histoire, le héros, il a été vraiment tenu éloigné, des péripéties, enfin voilà, parce que c'était la volonté de son père de et de son tuteur, d'essayer de le préserver, heu, de la malédiction et des des affres du combat contre les vampires. Heu, Sauf qu'il s'en rend compte au début de l'histoire, l'événement déclencheur, c'est que, voilà, il découvre en fait qu'il a été tenu éloigné, de de la du monde réel en quelque sorte Mhm. et il décide de reprendre, la lutte sur les traces de son père, quoi. Je reviens un petit peu là sur ce que tu es en train de faire en dessin. En fait, tu as déjà bien avancé, tu es déjà en train de sculpter un peu Bah, là, avec... je pose juste un peu des masses pour voir, pour mettre une base d'éclairage. Mhm. Heu, Ça me fait te poser un peu la première question qui m'a un peu sauté aux yeux, et notamment dans le design du personnage de Lord Gravestone et le fait qu'il ait l'air, alors je sais pas comment te le dire, mais un peu maquillé, tu vois, j'ai trouvé qu'il avait ouais. un regard assez prononcé, et ça m'a fait penser à d'autres choses que j'ai pu voir, même si je les ai pas forcément lues. Est-ce que tu te revendiques de références en BD ou autre? Et j'aurais pas enfin, je vais pas dire, c'est de l'école, machin, mais disons que heu, c'est une sorte de j'essaie de faire une sorte de synthèse, entre,
les trucs qui m'ont amené à la bande dessinée et puis, mes affinités, à moi. Heu, Par exemple, les trucs qui m'ont donné vraiment envie de faire de la bande dessinée, c'est quand j'ai lu, Loisel, la quête de l'oiseau du temps, heu et après plus tard, le Troisième Testament, et puis après encore plus tard, Prophète ou enfin mais ça, j'ai en gros Alex Alice, Mathieu Laufray, Claire Wenling, tout ça quoi. Mais donc c'est plus, une école un peu comics, finalement, enfin, ils ont fait de la BD mais en fait, clairement ils regardaient plus du côté américain que du côté français dans leur influence, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est possible. Euh, Il y a, je sais pas te dire exactement comment m'est venue cette question. En tout cas, ça chante hein, dans les commentaires depuis que j'ai dit que ton personnage avait l'air maquillé. Ça chante du Eddie Mitchell, voilà, comme une star de ciné accoudée au jukebox. Euh, Il y a, il y a quelque chose que je me suis dit, en fait, et c'est une enfin, je sais pas que c'est une réflexion que je me suis faite parce que, comme tu sais peut-être, donc moi, j'ai dessiné en réaliste et j'ai essayé de m'en détacher depuis parce que ça a été éprouvant pour moi. Toi, qu'est-ce qui t'a fait amener au réalisme? Je viendrai à d'autres questions plus tard, mais toi, Heu, qu'est-ce qui t'a amené au réalisme? C'est du hasard, c c'est... c'est juste que c'est quelque chose que j'avais envie bah, en fait, dans ce qui me plaît, dans le fait de dessiner, de faire des images et tout, heu, les choses que j'ai envie de retranscrire, c'est le registre du réalisme, enfin, d'un certain réalisme parce que je dirais pas que je fais du réalisme, en fait, mais c'est j'ai besoin d'un certain réalisme pour faire passer les trucs que j'ai envie de faire passer. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Parce que la question que je me suis posée, c'est, tu vois, là, donc, Lord Gravestone, on est dans le genre, voilà, vampire, loup-garou, tout ça. Il y a, comment dire, tu travailles, on y viendra tout à l'heure sur un western. Tu as également travaillé sur Horatio, on est plus dans le péplum. Est-ce que le réalisme t'amène naturellement vers des genres narratifs, ces genres narratifs-là que je qualifierais presque de blockbuster de la BD, tu vois, au sens comme des grands films, quoi, des films de grand cinéma, si je devais comparer. Ouais. Ou est-ce que c'est au contraire parce que tu as voulu aller vers des univers un peu comme ça, peut-être de ce que tu lisais en BD, que tu es allé vers le réalisme? Je pense que le fait de vouloir faire, quelque chose d'un petit peu réaliste, ça ouvre pas mal de portes en termes d'univers et ça offre une certaine polyvalence, dans le dans le genre de rendu que tu enfin, dans le genre d'univers à aborder, dans le genre de rendu que tu peux faire, enfin, c'est je pense que ça peut se prêter à pas mal de scénarios différents, Ouais, heu et et à mon avis, c'est plutôt dans ce sens-là que je le verrais. C'est, je fais un travail dans une certaine veine graphique ouais. et heu et en fait, ça me ce il y a certaines choses, qui me viennent un petit peu, enfin, qu'on me propose, spontanément, du fait de ces affinités graphiques-là, quoi. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est un plus pour toi dans ta carrière d'être capable de faire ça? Ça facilite. Mhm. Ouais, clairement, ça facilite. Heu, c'est tu vois, là, en fait, je peux, si je veux, je peux faire des trucs, en peinture, ou en tradi ou à l'ordi, pour divers, pour une assez grande variété de clients. Heu, donc heu, donc ouais, c'est assez, voilà, ça offre une certaine polyvalence quoi, tout Mhm. simplement.
On a Denis en commentaire qui te dit Mathieu, Alex, Claire, ils regardaient du côté des illustrateurs américains plus que des comics Ouais, US, les illustrateurs hybrides qui avaient fait aussi du comics comme Frazetta ou Jeff Jones. Et dans l'atelier, ouais. il pense que lui, il était vraiment le plus orienté comics US Mmh. qu'illustration américaine. Bah, ouais, ouais, c'est possi enfin, bah, ça, là-dessus, il en parlerait mieux que moi parce que c'est ses copains. Mais, heu, en tout cas, ça me moi, au début, quand je faisais mes études à Pivot, Mhm, heu, je regardais clairement plus, hem, effectivement de l'illustration sur si c'était de la BD, c'était, ça en fait, ça a jamais été vraiment, du franco-belge, entre guillemets «classique» quoi. d'accord, ok. Heu Tu vois, par exemple, sur de l'illustration, je vais enfin, les trucs que je regardais beaucoup, c'était Frazetta, c'était, Jeffrey Jones, Leon Decker ou Norman Rockwell ou ce genre de trucs. Et enfin, en fait, beaucoup de la période du Golden Age of Illustration, aux États-Unis, heu et et voilà, en fait, parce qu'il y a une affinité, assez forte, aux États-Unis avec, le dessin assez le dessin pur, enfin la technique et donc moi, enfin pendant un moment, c'est vrai que c'était un but d'acquérir une certaine technique, Mhm. pour pouvoir justement faire un petit peu ce que je voulais, après quoi. Après c'est une longue quête, heu, Oui, je c'est que parce que alors je dois avouer, tu vas c'est pas pour parler de moi, mais je pense qu'il y a un virage que je n'ai pas réussi à négocier moi au moment où je faisais du réalisme, c'est-à-dire que j'y suis venu presque par accident à force de me mettre à faire de la couleur directe et de la peinture. ouais, Mais au moment si tu veux, de me lancer dans une carrière de BD, j'ai l'impression que ce qu'on attendait de moi, c'était peut-être ça, justement, les influences dont tu parles. Je sais que Denis, à l'époque, je l'avais rencontré au moment où j'étais aux Beaux-Arts et il me disait va voir, comment dire, alors zut, je vais pas réussir à ressortir parce que j'étais assez branché Norman Rockwell, mais tu vois, il m'avait donné quelques références et en fait, au moment tu vois, on me disait tu pourrais dessiner comme Beck ou tu pourrais dessiner comme un tel, et en fait, j'arrivais pas à ancrer finalement le réalisme, tu vois. ouais. Et toi, Bah, c'est pas évident, enfin, alors, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire des trucs un peu comme Beck, là, tu as besoin de beaucoup de références photos, parce qu'il a un rendu pour le coup, lui, qui est vraiment réaliste, quoi. ouais. Heu, alors que, alors que moi, enfin, en fait, j'ai plus pour, dans l'idée de me constituer un bagage technique suffisant pour après, dessiner de mémoire. Hmm, Donc, ça fait un rendu qui est peut-être, plus spontané, qui est moins réaliste, ouais. et et Oui, tu voilà veux quoi. dire que, et t'as raison de le préciser, toi tu arrives à. C'est pour ça que je pense que tu tiquais un peu sur ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de réalisme, parce que pour toi, t'es pas dans le réalisme, t'es Ouais. dans un dessin spontané qui est le tien et qui est empreint de réalisme, c'est ça? Si je devais Oui, vraiment voilà, mettre la c'est ça, ouais. nuance. Je pense que c'est assez bien saisi, ouais. Mm. Et parce qu'on dirait pas, je dirais pas non plus que tu es dans le semi-réalisme au niveau des proportions des corps humains, au niveau des visages, des expressions. Je qualifierais pas ça de semi-réalisme. Toi, qu'est-ce que t'en Moi, je penses? me sens plus proche du semi-réalisme dans mon rendu, heu, mais après c'est plus un truc, par défaut. C'est parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Heu, voilà, mais je pense que c'est plutôt, oui, parce que, en fait, je suis attaché à une certaine spontanéité quand je dessine. C'est ça, en fait, ça me saoule de faire trop référence à de la doc photo ou Ah quoi. oui, oui, bah Et d'ailleurs, c'est pour ça que, à titre personnel, j'étais sorti du réalisme, c'est parce que je ne travaillais plus que sur de la doc, ouais, et finalement, je ne savais plus réellement.
dessiné par moi-même. Donc j'ai l'impression que enfin, en tout cas, si je devais... comment dire? Moi, j'ai l'impression que tu as opéré les bons choix, en fait. Après ça, c'est quelque part, c'est l'avenir qui le dira, hein, ou alors c'est la continuité de la carrière Et et le justement, en termes de carrière, comment tu te positionnes maintenant? T'as l'impression de commencer à être connu, reconnu dans ce que tu fais? Comment tu te trouves, toi? heu, j'ai l'impression qu'il y a que dans la bande dessinée, il y a le travail que je fais a une certaine, enfin, j'ai l'impression que souvent mon travail est assez bien accueilli. Heu, après, connu, reconnu, franchement, je dirais pas ça. Ouais. Heu, Parce que déjà j'ai pas une production pléthorique. En fait, je suis plutôt a je me définirais comme plutôt assez lent. Heu et oui, ça prend du enfin, avec tu sais, avec juste 2 séries, pour, au final, 6 tomes parus, Mhm. c'est pas je pense pas que ce soit suffisamment, identifié et comment imprimer en termes bah, des ventes qui ont déjà été faites sur les précédentes séries, heu, pour, heu, pour avo pour avoir ce statut-là, quoi. D'accord. Et comme dit le grand philosophe, il faut du temps, mais avons-nous le cœur assez grand? Ouais. Euh, Alors, il y a Denis qui qualifie ton style de semi-réaliste, comme son Vatine ou Loisel, mais avec une allure Loffray. Donc, c'est beaucoup de jolis compliments, je trouve. Ouais, merci. Mais oui, oui, je suis assez d'accord, hein. Je pense que c'est plus là-dedans que, hem, genre moi j'ai pas de tu vois, par exemple, dans le comics ou enfin dans certaines de mes influences en dessin, Mhm. dans le vieux, dans du vieux comics noir et blanc, par exemple, il y a plein de gens qui avaient fait qui ont travaillé dans une veine que j'estime beaucoup plus réaliste. Heu heu, Moi, là où en fait, je crois que je vais essayer de quitter, le réalisme pour essayer d'avoir un truc un petit peu plus expressif ou, enfin, en fait, si je veux distordre certaines choses, je peux le faire. Voilà. Mhm. Et par exemple sur Gravestone, c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire, d'exagérer un peu certaines expressions ou de tordre un peu certaines perspectives ou, voilà, en faisant du réalisme, purement, il y a plein de trucs que j'aurais pas pu faire, sur, Gravestone. Oui, oui. Et je trouve que dans avec cette technique-là, en bande dessinée, heu bah, en fait, quand tu tournes les pages, quand tu feuillettes l'album assez vite, enfin, quand tu le lis, heu, le j'aime bien l'idée d'un certain, impressionnisme. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui va pouvoir ressortir assez facilement de l'ordre de l'impression ou du ressenti Mhm. avec une image un petit peu spontanée, quitte à tricher sur des trucs de perspective ou des trucs d'architecture ou même enfin, des dessins de personnages ou quoi. Mhm. Et je pense que ça peut aller dans le sens de l'intensité du récit, quoi. Ouais. Oui, il y a Denis qui fait remarquer que ça se voit surtout sur tes couvertures. Ce que tu dis là, Ouais. les déformations dont tu parles, les Oui, bah, exagérations. enfin, ça par exemple sur la couverture du premier, ça c'est la couverture du 3 là qu'on voit à Ouais. l'écran, mais la couverture du premier, enfin, j'ai vraiment essayé de jouer sur le mouvement des ailes qui est enfin, en fait ça si tu essayes de le dessiner et de faire de rendre crédible le truc, Oui. ça tient pas vraiment. Mais par contre le motif est joli. Et voilà, et en fait ça c'est surtout ça que j'essaye de rechercher, quoi. Ouais. D'ailleurs, alors j'ai plusieurs questions à te poser et j'en viendrai, on fera un petit tour après sur ton travail sur Horatio. On a Hélène qui nous rejoint en commentaire aussi. Bonsoir Hélène. Tu me parlais hors antenne du travail que tu avais fait
de maquettage sur tes couvertures notamment. Ouais. C'est un travail que tu fais souvent ou c'est la première fois que tu le fais sur Gravestone? Ça te semblait important Heu, d'aller jusque-là, hein? En fait, je l'ai déjà fait sur Horatio d'Alba, heu, en j'ai pas sur les premiers tomes qui sont parus chez 12 bis, mais après quand il y a eu la réédition, chez Glénat, c'est quelque chose à laquelle je me suis attelé, en essayant de me dire: «Tiens, j'avais fait des couves, qui étaient plutôt, des illustrations peintes, au début sur Horatio et j'ai voulu aller chercher une esthétique qui était plus proche de celle qu'il y avait dans les albums, donc avec, une technique de rendu noir et blanc avec une couleur, enfin qui se rapprochait de ce qu'on peut trouver dans le bouquin, en fait. Mmh. Heu et je me suis dit que ça retranscrivait peut-être mieux, l'univers de ce qu'on allait trouver, à l'intérieur, heu et que c'était plus ça que j'avais envie de développer. Je me suis dit: «Tiens, je vais essayer de jouer avec cette idée de noir et blanc, heu et de pousser un petit peu le truc», donc heu, mettre des noirs et blancs assez forts aussi, sur la quatrième de couve. 4e de couve que je t'ai pas donné dans les images, d'ailleurs C'est vrai. de Horatio. Hem, mais en gros, quand on regarde l'album, il y a vraiment quelque chose d'assez, heu, bah, d'assez contrasté en fait, et si je me trompe de cale, ça ne va pas Mmh. et j'ai voulu faire, oui, quelque chose qui se rapprochait de l'esthétique de l'intérieur des bouquins parce que je trouve que quelque part quand on s ça quand on va vers un album sur une esthétique de couverture, heu, à mon sens, c'est toujours orienté vers une sorte de déception en ouvrant le bouquin et en découvrant une technique différente. Mmh. Voilà, Ce que les Américains assument complètement ça, hein, pour le coup ouais, d'être capable de montrer une très belle couverture, en oui, peinture et puis, d'avoir, des pages, oui et puis je me suis très rendu compte que c'est différentes à pas l'intérieur. enfin, en discutant avec le public en dédicace, par exemple, Mmh. je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose, enfin, que peut-être c'était juste, une affinité, à moi, en fait, et que, il y avait plein de gens qui étaient plutôt, qui étaient plutôt pour l'illustration peinte, et qui voyaient pas trop de problème à avoir, une technique différente. Donc heu, donc bon, heu, je je sais pas si c'est une bonne, je sais pas si c'est une bonne approche. En tout cas, c'est celle que j'ai eue, au moment où c'est agi de refaire, c'est agi de refaire les couvertures d'Horatio d'Alba. Mmh. Et puis j'ai gardé ce truc-là après pour Gravestone parce que voilà, ça me plaisait bien et puis, c'était, faire de m'occuper de la maquette, du bouquin, c'était l'occasion de donner une identité graphique assez forte, assez imprégnée, enfin en tout cas, j'ai ce que j'ai voulu comme tel quoi. Hem, au travers d'un rendu un petit peu personnel de ce qu'on pouvait trouver sur l'extérieur du bouquin avec le dos, la quatrième de couverture et tout ça. Mmh. Écoute, Heu, ça débat pas mal dans les commentaires, Hélène dit, qu'elle trouve que c'est une arnaque, la couverture trop différente de l'intérieur. Denis dit qu'il ne sait ah, lui, il sait pas, c'est une question de cohérence. On ne m'a jamais dit que les couves ouais, d'Universal War étaient trop différentes du dessin intérieur. Et ouais, Malo alors, dit: «Une bonne couve, c'est une couve qui donne envie d'ouvrir le livre». je sais pas. Ou alors ça oui, pour les couvertures de Denis Bajram, je dirais que comme il a une technique d'illustration qui est assez en fait, qui est assez contrastée, ça ressemble que c'est mine de rien, même si c'est de la couleur, enfin il y a pas ce truc d'ancrage et de couleur, enfin de ancrage coloré.
qu'il y a dans l'album. C'est des illustrations peintes, mais en fait, il y a un truc de contraste et une technique qui fait que ça fait quelque chose de vraiment pas choquant du tout, enfin, c'est très cohérent avec l'intérieur. Mmh. Moi, ça m'a pas, enfin, je le vois pas comme une technique, si différente que ça, en fait. Ouais. Effectivement, il ponctue en disant: Et «C'est surtout que l'extérieur doit en effet bien résonner avec le feuilletage». Alors je ne sais pas du tout si on le fera ni quand on le fera, mais je vous propose à tous, hein, qui êtes là en commentaire et puis toi aussi Nicolas, je me dis que ça pourrait faire, un bon thème, d'émission, tu vois? Qu'est-ce qu'une bonne couve? Comment on travaille une bonne couve? Voilà, je lance bah, ça, oui, oui, comme ça, carrément, hein. Ouais. parce que moi-même j'ai pas toujours, la réponse et parfois quand les ventes d'un livre sont en demi-teinte, on se réinterroge à ce moment-là la couve, on se dit: «Est-ce que la couve était réussie ou pas?» Je trouve que c'est Oui, oui, un beau et puis au final, on n'a jamais la réponse. on n'a jamais la réponse, mais voilà, alors Denis dit: «Moi je l'ai toujours». Alors, tu toujours quoi? La bonne réponse? Non. Il déconne, hein. Je vais te lancer sur un autre sujet. Je fais un petit passage vers ton illustration, qui est très très sombre, hein, donc pour le moment. J'ai noté donc, je l'ai pas lu au ratio, mais tu m'as fait parvenir les couvertures et l'intérieur des livres. Euh, je me suis rendu compte que tu avais travaillé deux fois avec le même scénariste sur tes deux séries, avec Oui. Gandalf le Gris, non, pardon, Jérôme le Gris. Bah, c'est une Euh, référence, voilà, c'est Ah, une c'est vraiment référence une directe. référence en plus, tu vois, j'ai dit ça complètement au hasard. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de votre collaboration? Comment vous êtes rencontrés? Comment vous avez commencé à collaborer ensemble? Est-ce qu'il est On s sympa? Il est très sympa, ouais, heu et on s'est rencontrés parce que, quand je terminais mes études à l'école Pivot à Nantes, Mhm, je travaillais pas mal, avec, Timothée Montaigne. J'allais régulièrement chez lui, et on bossait, ensemble jusqu'à tard et hem et lui travaillait à ce moment-là sur, le premier tome sur, Malicorne, qui est paru aux éditions 12 bis et donc il travaillait avec Jérôme, il et en fait, il me disait 12 bis que qui est l'éditeur d'Horatio, hein, c'est ça? ouais, le premier éditeur Premier éditeur, d'accord. d'Horatio. Voilà. Hem et et donc comme Jérôme cherchait, des dessinateurs pour d'autres projets, enfin voilà, on s'est rencontrés par son intermédiaire, à ce moment-là Mhm, et bah, ça a bien accroché très vite, quoi. Heu, donc et puis la dynamique de travail qu'on a eue, elle était vraiment cool parce que, donc il avait déjà écrit, heu, ben, l'intégralité du tome 1, avant qu'on commence à travailler dessus. Mais, on a vraiment pu en discuter, le enfin, il y avait vraiment un échange assez riche et assez fourni, entre nous 2 et c'est quelque chose qu'on a essayé de cultiver par la suite, quoi. Par exemple, quand je lui faisais des retours, ou inversement d'ailleurs, hein, quand on se faisait des retours, on essayait de prendre en compte les remarques, de l'autre et puis, d'avancer, comme ça de concert, heu, par, par session de retour interposée et c'était vachement enrichissant, quoi. Par exemple, sur Horatio d'Alba, on a fait quelques modifs, au fil de l'eau, heu, sur notre façon de travailler, parce que, au début, il écrivait vraiment avec beaucoup de détails, les scènes, les scènes du bouquin, il y avait, case 1 il se passe ci, case 2 il se passe ça, des indications sur les plans, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses, assez descriptives oui. et on s'est rendu compte, au fur et à mesure de l'avancée du tome 1 que, bah, comme je faisais quasiment jamais exactement ce qu'il écrivait, en fait, le plus simple, c'était
qui mettent moins de détails et que je fasse plus vite, à ma sauce en fait les pages qu'il avait écrit quoi. Mhm. Parce que entre, l'écriture qu'on peut avoir, en scénario et le storyboard qu'on en fait, derrière, bah, il peut y avoir parfois des différences assez marquées sur ce qui est bon de mettre en valeur dans une page ou pas, quoi. Mhm. Heu et et donc on a essayé de travailler de manière assez spontanée sur, les possibilités qu'il me laissait, sur le storyboard, quoi. Mhm. Genre il y avait après ça ressemblait plus à une sorte de description, globale de l'action, avec, une indication globale de lieu et puis après les interactions fines entre les personnages et heu et en gros l'enchaînement d'actions jusqu'à ce que faisaient, les personnages dans une scène de discussion, bah, ça je le il y a pas mal de trucs que je faisais directement au storyboard, qui étaient pas forcément décrits, dans le scénario, quoi. Il y a Valérie qui dit: «Ah, la solitude du scénariste». Ben, bah, quelque part on fait, il y a des moments de solitude dans les 2 cas, Ouais. heu, parce que, il y a la solitude du dessinateur aussi quand il s'agit de faire le truc impossible de quand le ou le scénariste a écrit un truc, où tu te rends compte que finalement quand tu dois le mettre en image, bah, faut qu'on voit les personnages de dos et de face en même temps pour que rendre la case possible, quoi. Voilà, le célèbre de dos, de face. Ouais. Ouais, Valérie dit: jamais «Rien n'est impossible». ouais. Est-ce que Valérie t'irait même jusqu'à dire que c'est pas qu'il en est impossible, c'est que c'est les auteurs qui ne sont pas capables finalement de rendre, Ah bah, les il y a ça, dessinateurs qui ne hein. sont pas capables de rendre en image votre vision? Denis et Valérie de concert ont dit exactement, tandis que Malo dit ça c'est chez les mauvais scénaristes. Oui, parce que là tu mets pas, on est d'accord que tu mets pas tous les scénaristes dans le même plat, Nicolas. Ah bah, n non. Ouais. Mais, non, mais en plus, c'est vraiment pas évident, je pense, de scinder le travail en 2. En fait, quand on écrit d'une part et qu'après il y a quelqu'un qui fait le storyboard, le dessin, tout ça, il y a le processus d'écriture, on va pas forcément s'attarder aux mêmes détails, parfois c'est bête, mais dans la réalisation, on peut se trouver à faire à se laisser un petit peu emporter par ce que vont se raconter les personnages ou l'intérêt l'action globale, qu'ils ont. Alors que, bah, après il y a des contraintes techniques de mise en image ou de fluidité de lecture qui font qu'il y a des choses qu'on va devoir laisser de côté ou des choses Hmm. qu'on va devoir, davantage mettre en valeur que ce qui était initialement dans le scénario, quoi. Ok. Enfin voilà, c'est en fait, c'est faire de il y a un travail d'interprétation et il faut faire des choix, quoi. Il y a Denis qui dit, je pense il y a des scénaristes qui pensent plus BD que d'autres. De mon Oui. côté, je sais pas ce que tu en penses, j'aime bien parler de points de friction. Moi, pour avoir collaboré avec plusieurs scénaristes, ou même avoir scénarisé certaines choses, il y a un moment, en fait, un point de friction à trouver entre le dessinateur et le scénariste, c'est-à-dire où doit s'arrêter le scénariste et où doit commencer le dessinateur. T'en penses quoi? Est-ce que toi, de cette collaboration longue avec Jérôme Legris, il y a une sorte de conviction qui est née chez toi de comment il fallait travailler, ou bien si tu travaillais avec un autre scénariste, je crois que c'est le cas en ce moment, tu travailles avec Oui, un autre scénariste, est-ce que ça tout se à passe fait. différemment maintenant, ou est-ce que tu as vraiment une certitude quant à la manière de bien travailler? Ça se passe de manière assez proche parce que, en fait, par exemple, je fais tout le storyboard d'un coup, sur, le truc que je fais actuellement là, qui s'appelle, Diable Pâle, c'est aux éditions du Lombard avec Vincent Brujas Oui. et et en fait, on a un processus de travail qui est assez ressemblant. Mhm. C'est-à-dire on discute vraiment pas mal de l'histoire, on a un contact assez proche, sur, bah, enfin voilà le devenir du scénario, de l'histoire, des personnages. Enfin c'est quelque chose d'assez agréable
à discuter, ensemble. Mmh. Heu et je pense que ce que j'aurais tendance à valoriser, en fait, c'est une sorte de travail, de travail assez suivi à 2 en fait. C'est ce qui est chouette dans la bande dessinée, c'est de pouvoir échanger, pas mal avec, son binôme et heu et je trouve que c'est ça pour le coup, ce serait un truc, ce serait dommage de pas faire. Mmh. Heu, il y a, il y a parfois des binômes de travail où, bah, chacun fait, truc dans son coin, heu, alors qu'en fait, il y a vraiment énormément de choses à découvrir en essayant bah, d'aller chercher un petit peu le sens du détail, dans le scénario, dans le storyboard, dans l'étape de dessin après, jusque dans la couleur et la conception, générale du bouquin, et comment les gens devraient en parler, pour en faire une bonne description, par exemple pour les libraires ou quoi, ou le public. Mmh. Heu, voilà, il y a, Tu me disais avant l'émission que pour toi, tu faisais pas seulement un travail de dessinateur, mais qu'à quelque part, tu réfléchissais le livre comme un directeur artistique, c'est ça? bah, j'essaye, Mhm. heu, mais Disons que ça va c'est au-delà d'un simple d'un comportement d'exécutant, de dessinateur. Tu as ton idée sur comment tu veux que le livre soit reçu, dans son genre, dans son aspect général, c'est ça? Et voire même bah, ouais. peut-être la cible que tu vises? Oh là, nous la cible c'est jusqu'ici c'est relativement facile, c'est un public assez, heu, disons de ados jusqu'à enfin de ados sur le tard, en fait jeune adulte, Mhm. jusqu'à, enfin voilà, jusqu'à des gens vraiment plus âgés enfin, on pourrait dire le lectorat historique, bande dessinée. Hem et Et oui, donc la cible, elle est assez facile à identifier, sur, le travail qu'on a fait avec Jérôme, avec, avec Vincent. Ce sera un petit peu, c'est le même genre de public. C'est du western, donc c'est et puis c'est de la bande dessinée, donc tu te doutes qu'avec ça, on va pas accrocher, de prime abord, un public, adolescent, par exemple. Hmm. J'ai oublié de dire tout à l'heure, donc on avait Hélène dans les commentaires, il y a eu Christelle qui nous a rejoint, il y a Nakrou également, salut à tous, et on a Ananon qui vient de nous rejoindre dans le chat. Voilà, bienvenue à tous. Euh, oui, donc Jérôme Legris, là, en ce moment, donc tu ne travailles plus avec lui. Est-ce que vous avez quand même déjà envisagé d'autres projets que vous pourriez faire ensemble? C'est quelqu'un qui est important pour toi maintenant Ah dans le bah, métier? oui, 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 complètement. Enfin, bah, on a travaillé ensemble pendant, enfin, bah, je sais pas, quasi une dizaine d'années, donc c'est quelque chose qui compte, quoi. Heu Après, j'ai eu envie de voir autre chose et de trouver, enfin de faire un petit peu, d'autres horizons, parce que, mmh, j'ai estimé que c'était important à ce moment-là, de où j'en étais, professionnellement heu, pour éviter de tourner en rond. Enfin voilà, j'avais envie de renouveler un petit peu, une dynamique de travail, de voir un petit peu autre chose, tout ça et je pense que si jamais, enfin, voilà, à l'avenir, de toute façon de multiplier je pense que d'avoir plusieurs expériences, professionnelles et plusieurs collaborations, c'est quelque chose qui viendrait enrichir de toute façon, de futures collaborations, avec d'autres personnes, quoi. Parce qu'on a appris à s'adapter et à communiquer avec plus de personnes, et on est moins, prisonnier, des habitudes de travail qu'on pourrait développer en restant uniquement avec une seule personne.
Après ça peut convenir tout à fait aussi, hein, je dis pas que c'est la bonne façon de faire. Heu, je il y a autant de façons de faire que de binômes de travail et Ouais. voilà. Denis se demande si Jérôme le Gris va revenir plus fort en Jérôme le Blanc. Euh, Ça, faudrait lui demander. Ouais. Après, bah, je veux dire dans l'ordre des choses avec, l'âge avançant, oui, tu passes du gris au blanc. ouais, il y a Malo qui dit il n'y a pas que Jérôme le Blanc, il y a aussi Jérôme le Rouge ou Jérôme le Rosé. Ouais, Pour préparer l'émission, tu m'as envoyé d'autres choses dont tu voulais nous parler. C'est que tu as réalisé pas mal de couvertures pour les éditions Delcourt. C'est bien ça? ouais, tout à fait. Est-ce que comment ça arrive ça? Comment dans ta carrière ça arrive? Tu as été contacté? Tu t'es rendu disponible? Ouais, Comment ça s'est passé? en fait, c'est un copain, auteur de BD, Benoît Delac, je crois, qui m'a demandé de faire les premières, enfin mes premières couvertures pour Delcourt, je crois que c'était pour lui. Heu, il y avait de la série, Sonora, heu, où j'ai fait des couvertures peintes, enfin en traditionnel, et de l'huile sur bois. Après j'ai fait pas mal en fait, c'est un moment où j'ai commencé à travailler avec, j'avais, Fred Blanchard en contact et il m'a passé, finalement plusieurs séries, heu et heu et donc ça c'est une couverture de la série, Moriarty, Mmh. ça c'est pareil et donc voilà, je me suis retrouvé à prendre en charge, des couvertures sur différentes séries finalement, dans différents univers, donc moi ça m'allait très bien de changer un petit peu de type de rendu ou alors de voilà, d'univers graphique, à chaque couverture. Par exemple, les couvertures de Carmen McCallum, c'est quelque chose que je faisais pas, spécialement beaucoup, avant. Je enfin, c'est une sorte d'univers un petit peu contemporain qui est avec, des fringues qui sont plutôt orientées, dans voilà, la vie réelle ou quoi. Hem, avec un petit peu de SF dedans. Heu, Moi, à la base, j'étais plutôt, sur, de la fantasy ou alors, heu, de bah, des trucs de western ou enfin, ça, par exemple, c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant comme type d'illustration Mmh. et c'est quelque chose que j'ai trouvé assez rigolo à faire, hein, enfin, parce que, sur celle-ci, ça c'est la série, Le Prince des Ténèbres, c'est une série en 3 il y a 3 volumes, je crois. Hem, c'est sur la série Jour J, heu et j'avais essayé de faire une sorte de rendu qui pouvait s'approcher un petit peu heu, de la peinture traditionnelle avec, comme de l'acrylique, qui laisse un petit peu des traces, sur un papier toilé, par exemple. Mmh. Heu et et donc c'était assez marrant d'essayer divers types de rendus, et de m'essayer à des univers vraiment, bah, franchement réalistes pour le coup. Mmh. Ça me fait penser à, j'avais vu le making of de d'Akira, le film. Ouais, Et je voyais, c'était très impressionné de voir toutes les personnes qui peignaient les décors au pinceau comme ça, avec les pinceaux qui suivaient une règle avec un guide. ah Et oui. on était dans une approche un peu comme ça. Et ça, les- est-ce qu'il t'est arrivé de faire, donc en explorant au travers de ces couvertures, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir d'autres envies que tu aurais pas eu comme ça? Hem, je dirais que en fait, moi, faire des couvertures comme ça, je crois que si j'avais le temps, ce que j'aimerais bien, c'est refaire un petit peu de la peinture, en vrai, quoi.
Ouais. Parce que j'aime bien prendre le temps il y a un truc assez lent quelque part dans le processus de réalisation d'une peinture en technique traditionnelle, où, c'est des moments que j'apprécie où tu te poses un petit peu devant avec tes pinceaux et puis tu essayes de réfléchir un petit peu à ce que tu vas faire avant de poser tes trucs sur le papier ou sur la toile, quoi. Mmh. Heu, Parce que, le comment la correction est plus difficile, et puis heu parfois on peut essayer de rendre quelque chose avec un petit nombre de touches, en peinture, heu, en essayant de traduire quelque chose d'un petit peu spontané, le joli effet de peinture qui va faire le truc bien, tout ça. Mmh. Et bah, ça, faut y réfléchir un petit peu quand on le fait, quoi. Ouais. Heu, enfin, faut pas essayer 15 fois pour juste sélectionner le bon truc qui va aller. Mmh. Et je trouve que cette forme de lenteur, elle est assez appréciable pendant la réalisation. Mmh. Attention, je vais te poser une question, je la pèse et je la sous-pèse avant de te la poser parce que j'ai donc moi-même fait une BD en couleur directe, mais est-ce Mmh. que une, une BD avec des originaux peints à la main, ça te semblerait accessible un jour? Est-ce que ça te titille? Est-ce que non, tu te dis c'est Ça me impossible? ça me titille pas spécialement parce que c'est pas quelque chose, en fait plus ça va avec la bande dessinée, plus je me dis, la peinture directe et la bande dessinée, c'est pas quelque chose qui est vraiment que je trouve super compatible. OK. Heu, la À moins de faire quelque chose de vraiment assez tranché dans le type de rendu, la bande dessinée, ce qui est agréable, je trouve, c'est la compréhension immédiate des images, Mmh. heu avoir un flux narratif assez facile. Et Et je trouve que souvent, plus il y a de rendu, en dans les pages de bande dessinée, bah, plus c'est compliqué après, en termes de narration. Oui. Denis Heu, commente en disant: «Jamais pauvre fou, regarde dans quel état est Greg depuis». Donc Greg, c'est moi, hein, pour ceux qui nous ont rejoints pendant l'émission. Et c'est vrai, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris ma retraite et que je suis devenu présentateur Twitch. Non, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai fait l'expérience en un album d'arriver à une forme de réalisme, pour être qualifié à la fin comment ça s'appelle? Pas de roman graphique, mais de roman photo. ouais. Donc, non, Valérie, dis ta retraite. Non, je prends pas ma retraite, Valérie, tu le sais bien. Non, non, en tout cas, j'ai mis du temps à m'en remettre, c'est vrai, d'avoir fait un album complet en couleur directe, parce que, en fait, que tu fasses de la couleur directe, les éditeurs s'en fichent complètement. En fait, Ah ils oui, te laissent le franchement. même Mmh. délai que pour un album plus classique. D'ailleurs, le même délai que s'il y avait un coloriste derrière, même s'il n'y en a pas. Mmh. Donc oui, je le savais en posant la question, mais tout de même, je vois que que ça te plaît en fait de faire des illustrations, mais j'ai bien retenu ta réponse, effectivement, ça peut être contre-productif même par rapport à simplement des simples outils de narration. Bah, ouais, enfin, c'est un avis, c'est mon avis, hein, c'est vraiment pas, enfin, je pense qu'il y aurait carrément moyen d'argumenter, contre. C'est l'impression que j'en ai après avoir, lu pas mal en fait, à chaque fois que je lisais des trucs, dans une technique de rendu assez avancée, en peinture par exemple, en dessinée. Ouais, en fait, je trouve que ça va rarement dans le sens d'une narration vraiment fluide et un voilà. Je crois que je suis assez attaché au noir et blanc assez affirmé. Avec une couleur qui sache le porter, qui aille dans le sens de la narration, mais qu'en fasse pas des tonnes, quoi.
À mon avis, c'est le truc qui offre la lecture la plus fluide. Ou alors même, par exemple, quand on regarde le manga, c'est toujours du noir et blanc. Alors il y a des trucs J'allais y venir, en fait, oui, c'est vrai. ouais. On est dans on est dans une, comment dire? Dans des outils ultra efficaces, avec très, très peu Mais oui. de moyens. Là où finalement tu peux perdre un peu ce côté, instinctif, c'est quand tu vois un travail d'assistant, qui serait un peu trop fourni, dans une foule, ouais. Bah, oui, oui, oui. Par exemple, tu bah, en fait, tu peux avoir de temps en temps des personnages de premier plan qui vont être, traités d'une manière assez spontanée ou, enfin, voilà, avec, quelque chose qui est peut-être un peu moins réaliste et en fait, à l'arrière-plan, avoir des morceaux de décor ou alors tu des trucs super fouillés, tout ça, ou alors avec des personnages de second plan qui sont plus réalistes que les personnages de premier plan, là, tu te dis: «Oui», enfin, en fait, le degré de détail, peut aller un petit peu à l'inverse du bienfait narratif parce que, c'est bête, mais en fait, l'œil, il va aller chercher le détail et puis, tu vas passer c'est un distracteur par rapport à l'information principale, quoi. Mmh. Et alors si j'essaie de faire un peu j'aime bien essayer de faire la synthèse un peu de l'émission, on a beaucoup discuté des couvertures et de comment on fait une couverture. Est-ce que, là, ce que tu as mis au service de couverture de livres qui n'étaient pas les tiens, tu serais capable ou est-ce que tu aurais envie de les mettre, sur un projet qui est le tien? C'est-à-dire à avoir des planches qui sont ancrées dans une mise en couleur d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est toi qui fais tes couleurs. Je sais même pas si on a abordé ce sujet, depuis le début. Oui, oui, bah, Dans les BD, et puis avoir une couverture un peu plus, illustrée, bah, c'est la question que je me pose actuellement pour le projet, sur lequel je travaille. ouais. D'autant que ça se Heu, prête bien le côté oui, western, je trouve. voilà, c'est ça. Mmh. Ouais. Comme d'ailleurs j'ai montré Ah oui, quelques pages du projet en cours. très bien. Heu, Ça, c'est la première page de Diable pâle. Donc on est dans du western vraiment classique avec, il y a le gunfight du début dès le début quoi, paf. Heu et et donc là, je me suis essayé à faire un petit peu de valeur de gris, dès le noir et blanc, Mmh. heu, avec l'idée d'exploiter ça, en couleur, derrière Mmh. et heu et par exemple, je trouve que sur cette série-là, ça pourrait être pas mal d'avoir une couverture, un peu plus peinte, enfin avec une technique, enfin pas trop le mot, mais je dirais illustrative dans le sens, enfin, qui se sépare un petit peu, de l'univers graphique, enfin de la technique, graphique de l'intérieur du bouquin avec Mmh. l'ancrage et le noir et blanc. Oui, Heu, il y a Denis qui dit, c'est surtout qu'un dessin simple détouré à l'ancrage se comprend en quelques millièmes de seconde, alors qu'une ouais, peinture en lumière nécessite bien plus de temps. Or, quand on lit carrément. une BD, on regarde à peine les images entre les bulles. J'ai même déjà Et eu le oui, sentiment à la lecture de certaines BD que finalement, la couverture dans laquelle on se plongerait, plus facilement, qu'on regarderait plus longuement, sur un livre, ou sur les étals de BD, finalement, elle imprègne un petit peu quelque chose après dans le livre. C'est-à-dire, on va pas, une fois qu'on est dans la BD, effectivement, on va plus, tourner les pages. Et pour autant, la couverture, elle peut rester comme une toile de fond un petit peu. ouais. Bah, la couverture, si elle reste comme une toile de fond, c'est que probablement que c'est une assez bonne couverture. Heu et ouais, il y a Denis qui fait, sauf sur quelques grandes, heu, Oui, il parle du style ouais, un peu plus illustratif sur quelques grandes mmh, cases. C'est vrai qu'un style plus illustratif, je sais pas si c'est le bon qualificatif, hein, si vous avez une idée en commentaire bah, pour après mieux nous expliquer, permettrait peut-être, voilà, je vais dire, sur un coucher de soleil ou sur une scène qu'on voudrait un peu plus longue et un peu plus posée, qu'il y ait une respiration, en fait, hein, pour le lecteur, ouais et avant de puis, repasser à une action. il peut y av il peut y avoir aussi, en fait, le niveau de rendu graphique, il peut s'accorder avec, ce qui est à raconter, sur le moment. Par exemple, heu, ça peut être pas mal de temps en temps d'avoir c'est aussi un truc qu'on voit de temps en temps dans le manga,
où ils vont dessiner, genre, tu as le héros qui sort l'épée là Mmh. et en fait, l'épée, elle est méga bien dessinée avec tous les détails et tout. Elle est méga plus réaliste que Tu ce qu'il y a par ailleurs dans le bouquin. tu ne la verras plus jamais l'épée parce qu'elle sera en mouvement Non, après. oui, elle se met en mouvement et puis après, elle est carrément moins bien dessinée et tout. Mais en fait, quand il s'agit de mettre en valeur le truc et enfin, pour avoir ce côté impressionnant et enfin, voilà, l'élan, épique, par exemple, du moment, et ben, tu as besoin de lâcher un petit peu les chevaux sur le rendu graphique, d'un élément en particulier et donc tu peux te servir d'une technique de rendu qui varie un petit peu d'une sorte d'un semi-réalisme jusqu'à un réalisme assez avancé, en fonction du moment que tu as à mettre, en valeur. Bah, par exemple, sur cette case-là, le je sais pas si on voit ma souris? On voit le Non, curseur, oui, ouais, on voit le il me semble. curseur, mais, si je me mets un truc assez, voilà. Et bah, là, le flingue qui est en premier plan, ça, c'est pas quelque c'est en fait, c'est bien de temps en temps de mettre en valeur, le petit sens du détail, qui va donner du corps et du réel, à ce que tu représentes. Mmh. Et c'est vrai qu'on Heu, peut avoir tendance, quand on démarre, en tout cas, où j'ai déjà vu cette tendance-là, effectivement, d'y aller, on va dire, plein pot après en permanence, quoi. Si quelqu'un aime bien les petits détails, ouais, j'en sais rien, d'un revolver, par exemple, effectivement, il va avoir tendance peut-être à trop le forcer, quelle que soit l'échelle du dessin, au point que ça va je cherche attirer le un autre regard exemple du inutilement. oui, heu et puis en plus, si tu l'as fait une fois, Mhm, après tu as pas forcément besoin de le refaire mhm, heu, c'est comme, si tu mets un décor, dans une page, heu et ben, si tu en mets un vraiment très bien une fois, heu, après en fait ça peut suffire à ce que le lecteur ou la se lectrice se rappelle qu'il fasse est là. son univers mental de la scène Mhm, et ensuite tu réévoques ton décor avec quelques petits détails d'arrière-plan et en fait ça suffit. mhm, Heu, alors que si tu mets un décor, genre hyper chiadé tout le temps, en arrière tu représentes les arrière-plans à fond tout le temps et ben, en fait, déjà tu amoindris l'importance narrative du beau décor que tu vas faire, quand tu vas en faire un et puis après ça fait des trucs qui sont un petit peu surchargés et bah, là, par exemple, sur des scènes d'action où, tu as, des cavaliers qui s'enfuient là, heu, bah, j'ai zappé l'arrière-plan, pour essayer de mettre en valeur la fuite des persos et sur un truc comme ça, si tu mets un arrière-plan et que tu le dessines vraiment bien, tu vas faire un truc vraiment statique. et oui. Ou en tout cas, c'est le risque, quoi. Mm. Heu, donc heu, donc je dirais que oui, c'est un truc avec on peut jouer avec, le graphisme, en bande dessinée en fonction du message en gros qu'on veut faire passer dans l'instant, quoi. Mm. Denis précise, ouais, tu dessines le château de Moulinsart en entier et après tu n'as que des coins de porte ou des fenêtres pendant 4 pages. Hergé faisait ça tout le temps. Et oui, voilà, c'est ça. Ouais, Et oui. ouais, faut tu Alors, fais la grande salle avec toutes les pièces et tous les machins et tout le bazar, l'espèce de fourbi qu'il y a dans le château de Moulinsart là. tout Tu à fais ça fait. une fois et puis après tu fais deux-trois bouts d'armure, des machins et en fait c'est bon. Tu Parfait. Nicolas, tu vois, tu m'avais mmh, dit avant que l'émission démarre, oui, 1 heure c'est bien. Et on est déjà à 1h10, figure-toi. ouais, Je vais te lancer sur un dernier sujet pendant que je te propose de tenter d'achever ta petite illustration. oh, je sais pas Euh, si je ne l'achèverai pas, mais par contre, oui, je oui. peux mettre deux-trois petits trucs de la fin. En tout cas, voilà, essayer qu'on reparte avec une version que tu estimeras bonne. Tu m'as Ah, également envoyé des illustrations ouais, que tu as réalisées pour une revue, oui, c'est ça? Qu'est-ce que pour tu... ça c'est une couverture de Science et Vie Junior, ça Mhm, aussi. c'est ça. Heu et bah, ça fait part c'est en fait, c'est une bonne part de mon travail en illustration là depuis, plusieurs années. D'accord. Ça Heu, arrive à quel moment dans ta carrière, ça, le Assez premier tôt contact parce avec la que revue?
Bah, c'est moi qui les ai contactés, quand je sortais de l'école pivot. Je leur ai envoyé un book et puis ils ont fait: «Ah tiens, ouais, bah, vas-y, ça pourrait être cool qu'on se confie des trucs, tout ça». Mmh. Et hem et bah, avec le temps, j'ai enfin là, tu vois, dans ce que tu fais passer, il y a quand même une grande diversité de thématiques. Heu Ça c'était une histoire à propos des trous noirs, et enfin, voilà, du voyage interstellaire. Heu et et donc il y avait tout un une narration qui allait avec, le propos, de vulgarisation. Heu, donc tu avais des pirates de l'espace et tout. Et puis après il y a d'autres illustrations où, c'est vraiment, soit des trucs un petit peu, heu, horreur, horreur étrange, comme celle-ci là, où il s'agissait de représenter, heu, un une technique, une ancienne technique pour, que les morts, les vampires ou je sais pas, les gens maudits évitent de se relever, une fois morts. Tu leur mets une peau, au-dessus du cou, ça après si le mort il essaie de se relever, bah quick, tu vois? Mmh. En fait, il y a c'est une petite rubrique de l'étrange, qu'il y a dans le magazine. Et hem et donc ils font assez souvent appel à moi pour cette rubrique-là. En tout cas, je dois Heu, dire que la diffusion de ces quelques images a provoqué, beaucoup, beaucoup de commentaires d'un coup. Pas mal qui ont dit que c'était top, qui trouvent ça très joli, qui notent, l'ours chauve-souris, qui se font même leur propre histoire, hein, des pirates de l'espace qui ont exterminé les ours chauves-souris. ouais. et hem Là, et ouais, c'est tu assez peux marrant parler un de peu de ta technique, là? C'est de la peinture numérique? Comment ouais, tu procèdes? ça c'est de oui, ça c'est bah, c'est Photoshop. Ouais, Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas, je suis moins productif que d'habitude, sur l'illustration que je suis en train de faire là. C'est que je suis en train de m'habituer à un nouvel environnement de travail. Je travaille sur Depuis pas très longtemps, je travaille Clip Studio? sur Clip Studio. Enfin, j'ai essayé un petit peu Affinity, Photo, Mmh. pour l'illustration, ça s'est avéré pas super concluant. D'accord. Et donc là, je suis en train de passer sur Clip Studio et il faut que je me refasse tout un setup de genre, par exemple, heu, il y a là, j'ai pas mes raccourcis. Mmh. Je dois Je dire, reste tout le temps je bloque pas mal sur cette illustration-là en ce moment parce que moi qui fais de la couleur directe à l'aquarelle, je trouve que tu arrives à avoir un résultat assez convaincant. Qui, j'ai dit, parce que je le savais que c'était de la peinture numérique, mais j'aurais très bien pu imaginer que c'était notamment sur le visage ou la faux, tu vois, un travail à l'original papier. Donc c'est bah, très très chouette. en fait, j'aime bien essayer de conserver une sorte de rendu, un peu texturé heu, ou en tout cas où j'imagine dans ma tête, ce que je pourrais faire, avec des pinceaux et puis avec, un support en bois, une toile ou quoi. Hmm. Heu et en fait, c'est une source d'inspiration sur du travail de texture, ou alors, comment poser les lumières, voilà. Certains trucs de brush, de matière que je vais laisser, parce que voilà, c'est cool des petits de voir, des trucs assez marqués en travail de brush et tout. Mhm. On Hem, a Aurélien En fait, c'est Morinière qui débarque dans le chat. Salut Aurélien. coucou. Coucou. Mmh. Ouais, tu vois, c'est des trucs, c'est vachement enfin, ça tu passes, un peu du coq à l'âne, en termes de sujet, quoi. C'est rigolo. Oui, et puis Heu j'imagine que ça doit te challenger. T'as pas forcément dessiné beaucoup de dinosaures avant cela, ou si? Et ben, non, en fait. J'en ai pas fait des masses, j'en ai fait quelques-uns avant, mais c'est à chaque fois, c'était pour Sciences et Vie Junior. Mhm. Heu et c'est assez cool de changer, de d'environnement à chaque fois, d'univers à chaque fois. Heu, c'est ouais, enfin, par exemple, l'ours dragon qui sort de sa coquille, c'était assez rigolo à faire, quoi.
Alors, c'est un Heu, mammifère, c'est un ovipare, qu'est-ce que c'est? alors écoute, là, je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Faut lire l'article. Hmm. En tout cas, c'est très réussi. Hem, Et est-ce que ça te donne envie, alors, je sais pas moi, d'aller vers d'autres terrains encore? Il y a même, je vais aller plus loin, mais dans ta carrière, il y a encore des achievements, des buts que tu aimerais atteindre, que tu... carrément. Ouais. Ah oui. Bah, déjà, j'aimerais bien, faire, faire me remettre à faire davantage de dessins pour moi. Ce serait cool, ça fait beau c'est je j'en parle, mais à chaque fois je le fais jamais. Mhm. C'est quoi un Heu, dessin pour toi, là, si tiens, aujourd'hui, là, ou demain, t'as 12 heures à mettre sur un dessin pour toi, tu dessines quoi? ah, je sais pas. Heu, En fait, à un moment, j'avais commencé à écrire des trucs sur un projet BD, voulais, que je voulais faire moi, enfin, voilà, l'écriture et tout et c'est un univers, post-apocalyptique mais assez, enfin, orienté, heu, bagnole rouillée, rando survivaliste. Voilà et Bah, Bombix, en fait, non? non, parce que Bombix, il y a plein de il y a plusieurs, univers, dans le même récit. Oui, c'est vrai. Voilà, tu as du médiéval, tu as du contemporain, tu as, enfin, tu as des trucs, de fantasy. Mhm, Hem, alors que moi, c'est plus, un truc d'anticipation. mhm. Denis Donc parle oui, de il va y av Fallout. ouais, alors Fallout, c'est de l'anticipation, post-guerre nucléaire, tout ça, avec un peu peut-être avec un peu des dégénérés ou quoi. Je connais mal l'univers de Fallout, j'ai jamais joué. Mhm. Heu, mais Mad Max en chaussures, propose Aurélien. ouais, Mad Max en chaussures. Non, en fait, Last of Us sans les zombies. Sans les champignons. Ouais, sans les champignons. Avec des cols en V pour Malo, précise Valérie. Eux aussi, ils ont l'esprit de synthèse, ils reviennent aux commentaires du début. Moi, je trouve ça formidable. Ouais et ouais, donc je ferais peut-être un truc dans cet univers-là. Mhm. Heu, Que tu écrirais toi-même. Donc, c'est aussi un achievement que tu souhaites atteindre pour sortir ta propre c'est que BD que c'est tu aurais quelque fait tout chose que seul. c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais en fait, j'ai en y passant du temps, sur le scénar, heu, je en fait, mon manque de technique en scénario me bloquait, beaucoup et heu j'avais aussi, je pense, bah, le travers de peut-être, beaucoup de gens qui s'essayent à une première écriture, c'est que tu veux mettre trop de trucs dedans Mhm. et heu et en fait, il faut garder l'esprit de synthèse et savoir vraiment, en fait, c'est quoi que tu veux raconter, quoi? Et vraiment rester à ce truc-là et savoir qu'est-ce qui va être, à mettre en valeur dans ton récit, Mhm. qu'est-ce qu'il vaut mieux laisser de côté, quoi. Et en l'occurrence, moi, ce qui m'a bloqué pour le moment, c'est que j'ai voulu trop en mettre, je pense Ouais. et heu après, je je pataugeais un petit peu sur, quelle direction donner au truc. Mhm. Voilà. Il y a Christelle qui dit: Et partir en rando peinture, non? Partir en rando peinture, ouais. Ouais, bah, en fait, alors c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu avec, quand j'étais à Nantes, après l'école pivot. Ouais. Ça nous est arrivé, 2-3 fois avec un copain, par exemple, Denis Béchu ou je pense j'ai dû peut-être en faire je sais plus si j'en avais fait un petit peu avec Jonathan Florent aussi, bah, qui est peintre maintenant pour le coup, il est peintre pour la ma enfin, il est peintre de la marine. Heu et on se posait dans des parcs ou dans un coin de la ville avec un truc qui nous plaisait bien et on faisait une peinture, en 2-3 heures, Mhm. un truc d'observation, quoi.
blague. Ouais, Et ouais. Denis demande si tu n'as pas été trop béchu. Moi, quand t'as dit Denis Béchu, j'ai failli dire est-ce que c'est Denis Béchram? Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de vouloir en mettre trop. Et je vais pas jouer au psy de comptoir, mais j'ai eu un peu ça, moi, sur Cléo. Alors, sachant que je travaille avec un scénariste hein, sur ma série jeunesse, là, mais c'est vrai que j'avais tendance à avoir des sujets que je voulais voir apparaître. On parlait un peu de nutrition, on parlait de sauvegarde de l'environnement, de sauvegarde des espèces. Oui. Tu vois, il y avait beaucoup de sujets qui étaient amenés comme ça, et en fait, à un moment donné, le projet était beaucoup trop dense. Il a fallu qu'on enlève tout un tas de choses. Et rétrospectivement, je l'analyse comme ça en me disant, mais au fond, en voulant mettre trop de choses, est-ce que c'est pas parce que j'avais l'impression que j'en ferais pas d'autres, tu vois, ou peut-être que le fait de pouvoir Ah. développer ce projet serait trop exceptionnel? Est-ce que est-ce qu'il faudrait pas que tu réfléchisses à deux projets en même temps, trois projets en même temps, Alors je quitte à pense en que le choisir truc un? dans ce que tu dis, tu vois, je pense que s'il y a un truc qui est bloquant, à mon avis, c'est, de cette impression qu'il faut absolument faire le truc, tu vois? Heu, genre, c'est The c'est projet. c'est l c'est the projet Ouais. et celui-là, il est important et tout ça. En fait, c'est hyper sclérosant Mhm. et je pense que c'est pas très bon, de de partir sur cette idée-là. À moins d'être, à moins d'avoir, déjà un bagage, suffisant Mhm. pour, savoir exactement où on va et là, peut-être, on peut se partir en se disant: «Allez, c'est bon, ça y est, là, je fais mon truc et tout». Mhm. Mais, pour en arriver là, je pense qu'il faut accumuler pas mal d'expérience avant enfin, s partir trop vite sur un truc en se disant: «Faut que je fasse mon truc, ça va être hyper important», tout ça. Ça, en fait, je pense que c'est pas la bonne voie. Mhm. C'est hyper casse-gueule pour, beaucoup de gens, je pense, de partir comme ça. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que finalement comment dire, la vie, les revenus. Alors, toi, tu es parent également, voilà, t'as une famille, comment dire, est-ce qu'on a le temps vraiment de faire des projets personnels ou est-ce que c'est pas un peu bloquant aussi? Bah, il y a cette idée de où il faut que ton travail, il puisse, générer des revenus, heu, Oui. donc c'est pas possible de passer trop de temps à faire, quelque chose qui est issu juste d'une envie personnelle parce que sinon après, enfin, voilà, et ça fait pas bouillir la marmite. Et oui, Enfin, en fait, il faut que ça fasse bouillir la marmite, tout à fait. pour avoir le temps de se consacrer à ce genre de truc, il faut par ailleurs avoir, en fait, il faut pas trop avoir d'inquiétude sur, de quoi va être fait, tes journées, dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois et tout. Heu, enfin, de quoi sera fait ton quotidien, dans le futur parce que sinon, ça met la pression. Tu te dis: «Mais faut que je fasse un truc qui qui va marcher suffisamment pour Mm, qu'après, ça soit su» enfin, après tu rentres dans des considérations qui sont pas tenables. Tu vois? Tu peux pas anticiper, enfin, tu peux pas, faire un succès, enfin, juste en le voulant, quoi. oui. Ça marche pas. Ouais, il y a Christelle qui Enfin, je dit pense que ça marche pas. il y a des bourses d'écriture pour aider à se lancer. Oui, ça peut être une idée également. Eh bien, Oui, Nicolas, je t'annonce que nous toucherons à la fin de l'émission. Nous toucherons de très très près. Bah écoute, je te remercie hein, de nous avoir accordé ce temps. Je suis très content qu'on ait enfin pu la faire parce que tu sais, j'ai remonté ouais, le ouais, fil de la discussion et la première date qu'on a posée était en janvier. Voilà. ah oui, 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 ça On est à voilà, il faut mi-mai, passer donc des trucs. le temps passe très vite. Donc, Ouais, merci à toi. J'espère que tu reviendras dans l'émission pour nous parler de ton prochain projet. Rappelle-nous le titre de ta prochaine ça BD. s'appelle Diable pâle.
Voilà. Diable pâle, Diable avec pâle, Vincent Brujas Vincent Brujas au scénario, donc toi, dessin et couleur, Le Lombard. chez Le Lombard, et une idée de projection de date de sortie? Et ben, je vais pas m'avancer là-dessus. Faut qu'on en parle encore avec l'équipe. Très bien. Heu, voilà, là, pour l'instant, je suis pas suffisamment avancé sur le tome 1 pour que j'ai des trucs, à annoncer encore. Enfin, pour l'instant, c'est prématuré. Mais, voilà, pour l'instant, je m'occupe du dessin, on verra pour la couleur, plus tard. Ouais. Et bon, après ceci, j'ai des idées, j'aimerais bien la faire, mais, Hmm. nous verrons en temps et en heure. Heu et voilà, après, dès qu'on aura, des trucs concrets avec, des dates de sortie, tout ça, ce sera peut-être le temps de se recaler une émission. Tout à fait, et avec grand plaisir. Et puis sinon, d'autres émissions avec d'autres sujets. Donc pour retrouver le travail de Nicolas, vous pouvez retrouver ses illustrations dans Science et Vie Junior de temps en temps, c'est ça. Et C'est puis ça. en librairie, il y a Lord Gravestone aux Lord éditions Gravestone et Horatio d'Alba. et Horatio d'Alba, tous les deux, effectivement. Donc respectivement aux éditions Glénat et C'est Horatio ça. d'Alba, Horatio d'Alba aux éditions Glénat aussi. Glénat également. Voilà. Eh bien voilà. Eh bien, Et puis merci à pour tous tous les membres, de nous avoir suivis, d'avoir si bien participé dans les commentaires. Et quant à merci tout moi, le monde. je vous dis, je ne sais pas encore à quand, très prochainement parce il y a bientôt des sorties BD, on a quelques émissions de prévues. Euh, et voilà. À très bientôt. Bye. Salut Salut. Nicolas.